Je n'étais pas censé être là ce jour-là. Mauvaise ville. Mauvais hôtel. Juste un voyage d'affaires de routine avec mon patron, jusqu'à ce que je la voie. Elle ne m'a pas vu. Mais moi, j'ai tout vu. Je les ai suivis au cœur battant, main tremblante, 6 ans de mariage s'effondrant à chaque pas. J'ai entendu des gémissements. Puis j'ai fait quelque chose qu'un homme, un vrai, ferait dans ma position. Ce qui s'est passé ensuite? Disons simplement que j'ai joué la carte de la froideur comme jamais je ne l'avais fait à l'étranger. Et après? Je suis parti. Calme. Mais la tempête ne faisait que commencer. Je vais vous raconter cette folle histoire de trahison et de châtiment depuis le début. Allons-y. Je m'appelle Antoine. J'ai 38 ans. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans l'armée. 2 missions à l'étranger. Je suis revenu avec quelques cicatrices, quelques manies, et une profonde appréciation pour les matins calmes et le café brûlant. Aujourd'hui, je travaille dans la sécurité privée. Pas le genre vigile de centre commercial, je suis le type qui se tient à 5 pas derrière un homme très riche qui prend des décisions très coûteuses. Il a des intérêts dans l'immobilier, la tech, l'énergie ou des trucs qui me dépassent. Je ne suis pas là pour réfléchir. Je suis là pour observer, évaluer, et réagir vite si quelque chose dérape. C'est un bon boulot. Bien payé, pas d'uniforme, et il me traite mieux que la plupart des officiers ne l'ont jamais fait. Il y a 6 ans, quand tout ce chaos n'avait même pas commencé à fermenter, j'ai rencontré Claire. Elle avait 32 ans quand tout s'est fini, mais à l'époque, elle en avait 26, et, honnêtement, c'était l'une des femmes les plus belles que j'ai jamais vues. Le genre qui entre dans une pièce et tout le monde oublie de quoi il parlait. Elle posait pour un magazine de mode, le genre qu'on trouve dans les aéroports ou chez le dentiste. Elle avait cette aura aux peaux parfaite, courbe comme dessinée, lèvres toujours un peu trop brillantes. Mais ce qui m'a vraiment accroché? Elle parlait comme si elle savait tout sur tout le monde, comme si elle avait percé les mystères de la vie et regardait le reste d'entre nous ramer pour la rattraper. On s'est rencontrés à une soirée. Un de ces trucs de « bienvenue à la maison » organisé par la femme d'un pote après ma dernière mission. J'avais pas envie d'y aller, mais je devais une bière au gars, alors je me suis pointé. Claire était là, posant près de la cheminée pour une photo Instagram. J'ai rien dit de génial. Je lui ai juste proposé un verre et balancé un truc bête sur la musique trop forte. Elle a ri. On a fini par discuter 3 heures. On est sortis ensemble 6 mois. Rapide. Très rapide. Mais quand t'as vécu avec un sac militaire dans des endroits où t'es pas sûr de te réveiller le lendemain, tu perds pas de temps. J'aimais sa confiance. Elle aimait mon calme. Au 7e mois, on s'est mariés à la mairie. Elle portait une robe blanche, simple, rien d'extravagant, mais elle avait l'air d'une star de cinéma. On a acheté une maison en banlieue quelques mois plus tard. Façade en briques, joli jardin, 2 étages, rien de fou mais propre et solide. On a partagé l'apport. Tout ce qu'on faisait était à 50-50, du moins sur le papier. Hypothèque, facture, meubles. Je me souviens de la première fois qu'on est entré après avoir eu les clés. Elle a tournoyé dans le salon vide, bras écartés comme une actrice de film. Je m'étais jamais senti aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Avant le mariage, j'ai insisté pour un contrat de mariage. Elle n'a pas aimé ou disait que ça faisait froid, comme si je ne lui faisais pas confiance, mais je lui ai dit clairement, l'armée m'a appris que la confiance se gagne, et que la vie est imprévisible. Je voulais pas que mon avenir repose seulement sur des sentiments. Le contrat était simple, si l'un de nous trompe l'autre, le fautif part avec rien. Pas de maison, pas de voiture, pas de compte commun, même pas le mixeur. Elle a signé. Avec un roulement d'yeux théâtral, comme si je lui demandais de jurer de ne plus jamais manger de dessert. Mais elle a signé. Elle a dit que ça n'avait pas d'importance, parce qu'elle ne ferait jamais ça. Et pendant un temps, j'ai cru qu'elle le pensait vraiment. Notre vie avait l'air parfaite de l'extérieur. Elle continuait à poser, enchaînant les contrats, partant pour des shootings à Paris ou Nice. Moi, je bossais pour mon patron, voyageant de ville en ville, parfois absent 3 jours, parfois 10. On se voyait par vagues. Les week-ends où nos emplois du temps coïncidaient, c'était comme des petites lunes de miel. Quand t'es toujours en mouvement en chambre d'hôtel différentes chaque semaine, nouveau visage tout le temps où tu commences à traiter la maison comme un point de contrôle, une pause. Et Claire, eh bien, elle faisait partie de ce rythme.
Notre vie était construite autour des absences. On s'est habitué à se manquer. Je n'ai réalisé que plus tard à quel point c'était dangereux. Mais à l'époque, je pensais vraiment qu'on avait tout compris. 6 ans de mariage. Revenu correct. Pas encore d'enfant, mais on y pensait. Ou du moins, c'est ce qu'elle disait quand on lui posait la question. Et puis ce jour est arrivé. Ça a commencé comme n'importe quel autre jour au boulot. Je n'étais même pas censé être à Lyon. À l'origine, je devais accompagner une réunion à l'autre bout de la région, mais l'emploi du temps a changé à la dernière minute. Mon patron, un type qui traite son agenda comme un champ de bataille, a été appelé pour finaliser un contrat crucial en personne. Il m'a demandé de venir. Il voulait des yeux fiables dans la pièce et à l'extérieur. Alors j'y suis allé. On est entré dans un de ces hôtels chics avec des sols en marbre. Sa réunion était à l'étage, dans une suite exécutive. Je n'avais pas à y assister, juste à rester dans les parages, garder un œil sur les allées et venues. Je m'attendais à rien d'extraordinaire. Pas à ce moment-là. C'était entre 13h et 14h quand j'ai levé les yeux, par réflexe. L'entraînement m'a appris à scanner les pièces. Même après toutes ces années, je le fais sans y penser. Et c'est là que je l'ai vue. Claire. Elle traversait le hall, son bras frôlant légèrement la manche d'un type que j'avais jamais vu. Elle portait une jupe noire courte, jambes nues, talons hauts et brillants, pas le genre de chaussures qu'on met pour faire les courses ou prendre un café avec des copines. Elle riait à quelque chose qu'il disait. Le type, la trentaine, rasé de près, portait un blazer bleu marine qui moulait son torse comme s'il avait pris une taille en dessous pour impressionner. Je me suis figé. Au début, mon cerveau a cherché des excuses. Peut-être une réunion pro. Peut-être un shooting. Mais la façon dont elle le regardait, dont elle se penchait vers lui avec ce geste trop familier, ça collait pas avec du professionnel. Elle ne m'a pas vu. J'étais à moitié caché derrière une colonne près du café. Je savais pas si je devais crier son nom ou faire demi-tour. Au lieu de ça, j'ai dit à mon patron que j'avais besoin d'aller aux toilettes et je les ai suivis, restant assez loin pour pas être repéré. Ils sont arrivés à l'ascenseur. Je me suis posté au coin du couloir, faisant semblant de lire un truc sur le mur. Je les ai vus entrer ensemble. Les portes se sont fermées. J'ai monté les escaliers en courant. Silencieux. Régulier. Mes bottes résonnaient sur le marbre poli. 6e étage. Arrivé là-haut, j'ai ralenti. Je voulais pas avoir l'air suspect si quelqu'un traînait dans les couloirs. J'ai tourné au coin et, comme prévu, je les ai vus juste devant. Ils marchaient bras dessus, bras dessous. Ils se sont arrêtés devant une chambre au numéro 614. Je m'en souviens parce que je me le suis répété comme un mantra. 614. 614. Il a glissé la carte magnétique. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, mais pas dans ma direction. Ils ont ri encore avant de se glisser à l'intérieur. La porte s'est refermée. Je suis resté planté là. Pendant un instant, je savais pas quoi faire. Ma respiration était courte, comme si mon corps voulait rester immobile. Je voulais pas y croire. Pas sans être sûr. Mais j'en avais déjà trop vu. Les vêtements. Les gestes. La façon dont ils bougeaient ensemble, comme si c'était pas leur première fois. J'ai fait demi-tour et je suis redescendu. J'ai pas été aux toilettes, j'arrivais même pas à penser clairement. Le pire, c'était à quel point tout semblait normal autour de moi. Des gens passaient avec leurs valises, le personnel apportait des plateaux de viennoiserie, des couples discutaient autour de leur café. Pendant ce temps, ma vie glissait entre mes doigts, et personne dans ce maudit hall n'en avait la moindre idée. J'ai regardé l'heure. Vérifié mon téléphone. Essayé de ne pas penser. J'étais entraîné à rester calme sous pression, mais là, c'était différent. Ce n'était pas un combat. C'était personnel. Finalement, mon patron a fini sa réunion. Il m'a parlé de son succès. J'ai hoché la tête, fait les bons bruits, mais ma tête était ailleurs. Mes pensées étaient là-haut, derrière une porte fermée, dans la chambre 614. Je lui ai rien dit tout de suite. Pas encore. J'avais besoin d'être sûr de ce que j'avais vu, de laisser le moment se poser. Mais quelque chose en moi avait déjà changé. L'homme qui est monté au 6e étage ce jour-là n'était pas le même que celui qui est redescendu. Quelque chose s'était brisé, et il n'y avait pas moyen de le recoller.
Pas après ça. Il m'a regardé, a sans doute remarqué que quelque chose clochait, mais je lui ai juste dit que je devais vérifier un truc et que je le rejoindrais à la voiture. Il a hoché la tête et s'est éloigné. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'ascenseur comme un automate. Ma mâchoire était serrée, ma poitrine aussi, chaque pas donnait l'impression d'avancer vers quelque chose dont je ne reviendrai pas. 6e étage. Même couloir. Même moquette. Même silence, épais comme du brouillard. Je me suis planté devant la chambre 614. Mes oreilles bourdonnaient. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait me trahir. J'ai fait un pas de plus et me suis penché. Et c'est là que je l'ai entendu. Des bruits à l'intérieur. D'abord doux, puis évidents. Rire. Soupir. Gémissement. Aucun doute sur ce qui se passait de l'autre côté de la porte. J'ai pas réfléchi. J'ai même pas ressenti. J'ai juste sorti mon téléphone de ma poche, activé la caméra, et préparé mon corps. Puis j'ai levé ma botte et je l'ai enfoncé dans la porte. Ce n'était pas verrouillé par un gros verrou, juste un loquet basique. La porte s'est ouverte comme du contreplaqué bon marché. Les bruits à l'intérieur se sont arrêtés net. J'ai fait un pas à l'intérieur et balayé la pièce du regard. Là, il y avait Claire attrapant un drap sur le lit en panique, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, figée comme une biche face à un camion. Le type à côté d'elle était assis, à moitié couvert, l'air de quelqu'un dont le cerveau venait de planter. Son visage était blanc comme du lait. Pendant une fraction de seconde, personne n'a bougé. L'air dans cette pièce était mortellement silencieux. Et moi, je continuais à filmer. J'ai pas crié. J'ai pas posé de questions. Je suis juste entré comme si j'étais chez moi et j'ai tenu le téléphone stable, captant tout ce dont j'avais besoin. Claire bafouillait quelque chose. « Attends, Antoine, je peux expliquer, ou peut-être, fais pas ça, je sais même pas. » J'écoutais pas. Sa voix semblait venir de sous l'eau. Le type essayait de récupérer ses vêtements sans se lever. Son pantalon était jeté sur une chaise dans le coin. Ses chaussures sous la fenêtre. Portefeuille, clés, et une montre étaient posées sur la table. Je me suis approché. J'ai tout ramassé. Je les ai portés jusqu'à la salle de bain, j'ai soulevé le couvercle des toilettes, et j'ai tout balancé dedans. Puis j'ai tiré la chasse. Une fois. 2 fois. J'ai même pas vérifié si tout était parti. Je m'en foutais. Quand je suis sorti de la salle de bain, Claire s'accrochait toujours à ce drap comme si c'était sa bouée de sauvetage. Elle avait l'air terrifiée, comme si la vraie peur venait de s'installer. Sa voix tremblait, mais je suis pas resté assez longtemps pour entendre ce qu'elle disait. J'ai jeté un dernier regard sur eux deux, son air idiot, son visage rouge, le désordre des draps et je me suis retourné. Toujours sans dire un mot. Je suis sorti de cette chambre comme si je sortais d'un enterrement. Pas vite. Pas lentement. Juste régulier. Le couloir était vide. Le silence dehors semblait encore plus fort. J'ai atteint l'ascenseur, appuyé sur le bouton, et fixé les chiffres qui défilaient. J'ai pas vérifié mon téléphone. J'ai pas envoyé de message. Je suis juste resté là, respirant entre mes dents, les mains encore vibrantes d'adrénaline. En bas, dans le hall, tout était exactement comme avant. Les clients discutaient. Le concierge répondait au téléphone. Une petite boucle de piano jouait dans les haut-parleurs. Mais rien de tout ça ne s'enregistrait. J'ai traversé tout ça comme si j'étais dans un autre monde. Je suis sorti et me suis appuyé contre un pilier, laissant l'air frais me frapper le visage. Ma tête tournait. J'aurais dû trembler de rage ou crier vers le ciel ou je ne sais quoi. Mais au lieu de ça, je me sentais vide. Comme si on m'avait vidé de l'intérieur et qu'il ne restait que l'enveloppe. Je suis resté là quelques minutes, essayant de ralentir ma respiration. Puis j'ai sorti mon téléphone et regardé les photos. Des clichés clairs. Tout ce dont j'avais besoin. Le visage de Claire. Le type. Le lit. Le chaos. J'ai verrouillé l'écran et glissé le téléphone dans ma poche. Mon patron était près du voiturier, en train de finir un appel, hochant la tête comme il le fait toujours. Quand il m'a vu, il m'a fait un demi-sourire. « Ça va ?» il a demandé, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Je devais pas bien le cacher. J'ai pas dit grand-chose, juste sorti mon téléphone et le lui ai tendu. «
Regarde. Il a fait défiler les photos en silence, une par une. Son expression n'a pas changé au début, juste ce visage calme de businessman qu'il porte toujours. Mais ensuite, ses yeux se sont plissés, et sa bouche s'est entr'ouverte légèrement. Attends, je connais ce type, il a marmonné, et il a zoomé. Il a regardé un peu plus longtemps, puis m'a regardé, puis est revenu à l'écran. Ouais, c'est Marc, il a dit finalement. Il dirige la branche du centre-ville pour Laurent. Tu te souviens de Laurent? Le gars du tournoi de golf au printemps dernier? J'ai hoché la tête. Je me souvenais de Laurent. Il possédait une chaîne de magasins de fournitures régionales, touchait à l'immobilier et à d'autres trucs. J'avais assisté à des réunions avec lui, surtout en tant que présence silencieuse dans un coin pendant que les costumes parlaient. Mon patron a poussé un soupir sec et m'a rendu le téléphone. Il m'a tapé sur l'épaule fort, pas le genre de geste qui dit « ça va aller », mais plutôt « je m'en occupe ». Je vais passer un coup de fil, il a dit, déjà en train de composer un numéro. J'ai pas essayé d'écouter l'appel, mais j'ai capté quelques bribes. Inacceptable, mon gars, ça casse tout, règle ça maintenant. 5 minutes plus tard, il est revenu. C'est fini pour lui, il a dit. Laurent le retire de la branche. Il l'envoie dans un bureau paumé à 3 régions d'ici. Autant dire la Sibérie. Pas de promotion, pas d'avantage. Il grimpera pas les échelons de sitôt. J'ai hoché la tête. C'était quelque chose. Pas tout, mais quelque chose. T'as pas à bosser ce soir, il a ajouté. Prends le reste de la semaine si tu veux. Merde, prends plus. J'y ai pensé. À rentrer chez moi. À entrer dans cette maison en sachant ce que je savais, en ressentant ce que je ressentais. Je finis la journée, j'ai dit. Ensuite, je partirai. Il n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête et m'a dit de rentrer avec lui. Je l'ai fait. Le trajet était silencieux. Quand je suis arrivé à ma voiture, je suis resté assis un moment, moteur éteint. Juste à réfléchir. Pas vraiment sûr de ce que j'étais censé faire ensuite. Mais je savais une chose, je voulais pas la voir. Pas encore. Peut-être jamais. Quand je me suis garé dans l'allée, la maison avait l'air comme toujours. Même lumière de jardin. Même balancelle sur le perron. Même petit carillon qu'elle avait insisté pour accrocher près de la porte d'entrée. Mais sa voiture n'était pas là. Je suis resté là une seconde, à fixer l'endroit vide où elle aurait dû être. Je suis entré. L'air semblait plus lourd que d'habitude. Ça sentait la lavande et quelque chose de sucré, comme le parfum qu'elle vaporisait toujours dans le couloir. Je suis allé dans notre chambre. Le lit était fait. J'ai ouvert le placard et vu ses chaussures alignées comme des soldats. Ses manteaux toujours suspendus, organisés par couleur. J'ai presque ri. Rien de tout ça semblait réel. Je suis redescendu, je me suis servi un verre d'eau, et je me suis assis à la table de la cuisine. Juste assis là, à regarder le jardin par la fenêtre. Pour la première fois depuis des heures, j'ai ressenti un peu de soulagement. Pas la paix, pas la faim, mais une sorte d'espace. Un espace pour penser. Un espace pour décider ce que j'allais faire ensuite. Je savais pas encore. Mais je savais ce que j'allais pas faire. Je la laisserai pas s'en sortir en parlant. Je la laisserai pas jouer la victime. Et je ferai surtout pas comme si rien ne s'était passé. Cette partie de moi, celle qui faisait confiance, qui pardonnait, qui espérait, était déjà partie. J'ai pas attendu longtemps pour commencer à emballer ses affaires. Je suis monté, j'ai pris la grosse valise bleue qu'on utilisait pour les vacances, et j'ai vidé le placard. Toutes les robes, tous les jeans, ces pulloirs de prix qu'elle jurait n'avoir porté que 2 fois, même le peignoir blanc moelleux que je lui avais offert pour Noël dernier où tout y est passé. Tiroir par tiroir, cintre par cintre. Je gardais ça propre, mais je pliais rien. Son maquillage étalé dans une boîte à chaussures. Les bijoux dans une autre. Je me foutais de ce qui allait avec quoi. Je voulais juste qu'elle disparaisse. J'ai pris toutes les photos encadrées de nous deux et je les ai décrochées des murs. La photo de mariage? Partie. Je les ai pas cassées. Je les ai juste empilées face contre terre dans une boîte en plastique et posées avec le reste de ses affaires près de la porte d'entrée. Quand j'ai fini, le soleil commençait à se lever. La maison était silencieuse, froide.
J'ai pas allumé les lumières. Je me suis assis sur le canapé avec un verre d'eau et j'ai attendu. J'étais pas fatigué, mais vidé. Comme si mon corps était là, mais que tout à l'intérieur s'était éteint. Elle est arrivée un peu après 8 heures du matin. J'ai entendu la voiture avant de la voir. Elle s'est garée comme toujours de travers dans l'allée et a remonté l'allée avec son téléphone à la main et ses lunettes de soleil encore sur le nez. J'ai pas ouvert la porte. Je suis resté à l'intérieur, bras croisés, et je l'ai regardée par la fenêtre latérale alors qu'elle atteignait la poignée. Puis elle est entrée. Antoine, elle a appelé. Sa voix tremblait. On peut parler, s'il te plaît? Elle a eu l'air surprise de me voir calme. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que je crie, que je pleure, ou que je demande pourquoi. Elle a enlevé ses lunettes et ses yeux étaient déjà rouges. Je savais pas comment revenir, elle a dit. J'avais peur de ce que tu dirais. T'aurais dû avoir peur avant d'entrer dans cette chambre d'hôtel, j'ai répondu. Elle a tressailli. C'était pas, elle a commencé, mais s'est arrêtée. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Je voulais pas que ça arrive. T'as voulu chaque seconde de ça, j'ai dit. Je t'ai vu rire. Je t'ai vu le toucher. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Elle a essayé de m'atteindre, mais j'ai reculé. Je demande le divorce, je lui ai dit. Ma voix était basse. Calme. Quand je reviendrai ici plus tard aujourd'hui, je veux pas sentir ton ombre dans cette maison. Son visage s'est effondré. S'il te plaît, Antoine. On peut pas juste parler? T'as été absent tellement, et je me suis perdu là-dedans. Je l'ai pas planifié. C'est juste, arrivé. Garde ça pour toi, j'ai dit. Tes affaires sont près de la porte. Si elles sont pas parties d'ici 1 heure, j'appelle quelqu'un pour les virer. Elle m'a regardé comme si elle reconnaissait plus l'homme que j'étais. Comme si l'homme qu'elle avait épousé s'était transformé en étranger. Mais c'était pas moi qui avais changé. Elle a commencé à s'agiter. C'est notre maison, elle a crié. Et je partirai pas d'ici. Je me suis contenté de sourire et de m'éloigner en silence. Mais à ce moment-là, j'ai décidé. Tu pars pas? Reste. Tu seras quand même parti pour toujours. Je suis monté dans ma voiture. Elle était là sur le perron, les bras ballants, essayant encore de trouver une excuse qui pourrait tenir. Je lui ai pas donné cette chance. Je suis sorti de l'allée et je suis allé directement au bureau de mon patron. Il avait déjà appelé son avocat la veille au soir. Il m'a dit qu'il s'occupait des frais et m'a mis en contact avec quelqu'un qui obtient des résultats. J'ai pas discuté. Je voulais juste quelqu'un de tranchant, quelqu'un qui cligne pas des yeux. Quand je suis arrivé au cabinet d'avocat, j'ai rencontré un homme nommé Dupont. La cinquantaine, cheveux grisonnants, type direct. Il avait géré des contrats et des affaires de patrimoine pour les gens du cercle de mon patron. Quand il a lu le contrat de mariage, ses sourcils se sont levés. Vous l'avez cloué au sol, il a dit. La clause d'infidélité est en béton. Bien, j'ai répondu. Vous avez des preuves? Je lui ai tendu le téléphone. Photo. Numéro de chambre. Horodatage. Il a fait défiler lentement, puis m'a regardé. C'est plus cassé. On s'est mis au travail. Signé les papiers, rempli les formulaires, et mis les choses en route. Dupont a dit qu'on aurait une date d'audience dans les 60 jours. Peut-être avant. Quand je suis sorti, la lumière du soleil semblait différente. Plus nette. Comme si l'air avait plus de poids. Je me sentais pas mieux. Mais je me sentais prêt. Les documents lui ont été remis 3 jours plus tard. Certifiés. Mais au lieu de répondre correctement, elle a temporisé. D'abord, elle n'a rien déposé. Elle s'est pas pointée au cabinet d'avocat qu'elle était censée avoir engagé. Puis elle a commencé à trouver des excuses. Elle disait qu'elle cherchait encore le bon avocat, qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour digérer. Pendant ce temps, elle restait dans la maison. Cette première semaine après que je lui ai remis les papiers, je suis allé chez mon pote Léo. On a servi ensemble et on est resté en contact. Il a une chambre au-dessus de son garage et m'a même pas demandé de détails, il m'a juste lancé la clé et dit « Reste aussi longtemps que t'en as besoin ». Elle savait où j'étais. Elle savait que j'étais sérieux. Mais ça l'empêchait pas de faire comme si de rien n'était.
Elle agissait comme si la maison était encore à elle. Elle postait des photos du jardin sur ses réseaux au coucher de soleil, tasse de café, ce petit parterre de fleurs qu'elle se vantait toujours d'avoir gardé en vie. On aurait dit qu'elle jouait à la maison avec un fantôme. Quelques jours après mon arrivée chez Léo, elle m'a envoyé un texto. Le lit est vide sans toi. Parle-moi, s'il te plaît. J'ai pas répondu. Le lendemain. Je sais que j'ai merdé. Je te demande pas d'oublier, juste de m'écouter. Toujours rien de ma part. Une semaine plus tard. T'as toujours dit qu'on était plus fort que ça. Tu vas vraiment tout jeter? Elle a commencé à me taguer dans d'anciennes photos en ligne. Des trucs d'anniversaire, de voyage à la plage. Des choses que j'avais presque oubliées. Puis sont arrivées les petites vidéos souvenirs. Une avait une chanson en fond qu'on écoutait en dansant lentement dans la cuisine. Mais je mordais pas à l'hameçon. Plus je l'ignorais, plus son ton changeait. Au bout d'un mois, la gentillesse s'est épuisée. Elle m'a texté une nuit. Tu peux pas me virer comme ça. La maison est à moi aussi. Puis les menaces. Tu verras. J'aurai la moitié. Tout ce que tu penses garder, tu l'auras pas. Mon avocat dit que j'y ai droit. Le truc, c'est que son avocat aussi, elle en avait un, n'avait clairement pas lu le contrat de mariage. J'ai jamais discuté. Pas une fois. Quand elle disait que c'était encore notre maison, je disais juste, reste. Attends. Touche pas à mes affaires. Je me foutais qu'elle arrose les plantes ou regarde la télé dans le salon. Ce qui m'importait, c'était le coffre dans le garage, mes outils, mes souvenirs de mission, mes documents personnels. J'ai dit à Dupont de faire un inventaire de tout ce que je possédais. Léo m'a aidé à déplacer les trucs importants dans un box de stockage. Elle avait aucune idée de ce que je faisais en coulisses. Pendant qu'elle postait des selfies flous au lever du soleil et faisait semblant que sa vie s'était pas écroulée, je construisais un mur solide de paperasse et de distance légale. J'ai changé les mots de passe de tous les comptes joints. Gelé ceux dont on n'avait pas besoin. Mis mon nom seul sur les factures d'électricité et d'eau. Annulé les abonnements que je payais. J'ai même loué un petit appart à quelques rues de chez Léo, juste pour avoir mon propre espace pendant que le processus suivait son cours. Claire continuait à jouer sur les deux tableaux. Certains jours, elle m'envoyait des émojis en cœur, essayait de remuer les souvenirs. D'autres jours, elle disait que j'étais cruel, sans cœur, que je lui devais quelque chose après 6 ans. Mais je lui devais rien. Je lui avais donné de l'amour, de la loyauté, et une vie qui aurait dû être plus que suffisante. Elle a échangé ça pour un frisson bon marché dans une chambre d'hôtel. Elle a fait son choix. Et maintenant, elle réalisait ce que ce choix lui coûtait. Je me souviens d'être assis dans mon nouvel appart, à regarder son story avec une légende cryptique sur « se reconstruire » et « devenir plus forte ». J'ai juste souri. Elle était libre de se reconstruire. Mais elle le ferait sans moi, et sans rien de ce qu'on avait bâti ensemble. Le jour du tribunal est arrivé plus vite que prévu. 60 jours après le dépôt, je suis entré dans le palais de justice en costume propre, rasé de près, avec un dossier plein de preuves sous le bras. Dupont m'avait dit de rester calme, professionnel, et de parler le moins possible. Laisser les documents parler. Et on en avait plein. Photos. Horodatage. Le contrat de mariage. Claire est arrivée en retard, l'air de sortir d'un shooting de mode. Long manteau, talons hauts, cheveux impeccablement coiffés. Mais sous le maquillage et la fausse assurance, elle avait l'air usée. Pâle. Comme si elle dormait mal depuis des semaines. Ses yeux balayaient la salle, comme si elle cherchait une issue qui n'existait pas. Son avocat, un jeune type, costume chic, cheveux gominés, la suivait avec une mallette bien trop grande pour le faible argument qu'il avait prévu. Il ressemblait plus à un trader qu'à un avocat. Probablement le seul qu'elle pouvait se permettre après avoir perdu ses contrats et ses économies dans la tourmente. Quand on nous a appelés, je me suis assis avec Dupont, mains jointes, respiration régulière. Claire était en face, s'agitant. Elle me regardait pas. Elle pouvait pas. De temps en temps, elle chuchotait un truc à son avocat et jetait un coup d'œil, comme si elle pensait que j'avais peut-être changé d'avis. Que j'allais me dégonfler et tout laisser tomber. Elle avait tort. La juge, une femme plus âgée aux yeux perçants et à l'agenda serré, allume nos dossiers rapidement. Elle posait pas beaucoup de questions. Elle a feuilleté les pages, regardé le contrat de mariage,
puis les photos, et haussé un sourcil en regardant Dupont. Les preuves d'adultère sont claires, elle a demandé. Dupont s'est même pas levé. Limpide, votre honneur. Nous avons des documents visuels horodatés. Et les signatures des deux parties sur le contrat de mariage original, qui inclut une clause de confiscation totale en cas d'infidélité. La juge s'est tournée vers l'avocat de Claire. Quelque chose à présenter en réponse? Il s'est levé, s'est raclé la gorge comme s'il allait faire un discours, et a dit, « Votre honneur, nous soutenons que le contrat de mariage a été signé sous contrainte et que ma cliente, la défenderesse, n'a pas pleinement compris les conséquences à l'époque. » La juge a cligné des yeux lentement, pas impressionnée. « Mademoiselle, elle a dit en se tournant vers Claire, avez-vous été forcée de signer ce document ?» Claire a hésité. On voyait ses pensées essayer de construire quelque chose. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Non, elle a fini par dire, d'une voix faible. La juge a hoché la tête et regardé l'avocat. Alors je vois pas en quoi la contrainte s'applique. Il a essayé de changer de cap. Il a parlé de stress émotionnel, de déséquilibre de pouvoir, de la pression d'être marié à quelqu'un qui voyage souvent. Tout ça sonnait creux. La juge l'a laissé parler peut-être 2 minutes avant de l'interrompre. Le contrat est valide. Les preuves sont solides. Ce tribunal confirme le contrat de mariage. La division des biens se fera en conséquence. La maison conjugale, les comptes joints, et tous les biens communs sont attribués aux plaignants. Et voilà. Fini. Claire est restée assise, abasourdie. Comme si le sol venait de s'effondrer sous elle. Sa bouche est restée ouverte une seconde, puis s'est tordue comme si elle allait pleurer, mais aucune larme n'est venue. La juge s'est levée et est partie. On s'est tous levés lentement. Dupont m'a serré la main et a dit « Félicitations, Antoine ». Il m'a tapé dans le dos et a ajouté « Pas une mauvaise journée pour la justice ». Dehors, dans le couloir, tout a explosé. Claire est sortie en trombe devant nous, a traversé le sol en marbre en claquant ses talons, puis s'est retournée vers moi comme une tornade. « Tu te prends pour un héros », elle a crié, les yeux fous. Les gens regardaient. Elle s'en foutait. « Tu m'as humilié. C'est ma vie aussi. Tu crois que tu peux juste m'effacer ?» J'ai pas répondu. Elle s'est rapprochée, a levé la main comme si elle allait me gifler. C'est là que la sécurité du tribunal est intervenue. 2 agents nous ont séparés rapidement. L'un d'eux lui a dit de reculer, de se calmer, sinon elle serait verbalisée. « Je vais te détruire », elle a hurlé pendant qu'il la repoussait. « T'es rien sans moi. » Les agents se sont regardés, et l'un d'eux a commencé à écrire sur un carnet. Claire continuait à crier jusqu'à ce qu'il lui tende un papier. « Trouble de l'ordre public », a dit l'agent. « Vous pouvez le contester si vous voulez, madame. » Elle est restée là, tenant le papier comme si elle pouvait pas croire que c'était réel. Pendant ce temps, je suis passé devant elle. Sans regarder en arrière. Pas besoin. Dehors, l'air était plus frais. Propre. Je me suis assis dans mon camion une seconde, moteur éteint, juste à écouter le silence. Claire a quitté le tribunal 5 minutes plus tard. Elle m'a pas regardé. Elle a juste marché jusqu'à sa vieille Clio, jeté son sac sur le siège passager, et démarré en trombe. Tout ce qui lui restait, c'était cette voiture et ce qui était encore à son nom. Quelques affaires personnelles. Peut-être 2 cartes de crédit. Le reste? Parti. Je me sentais pas triomphant. Mais je me sentais libre. Après le tribunal, après les cris et les flics, je pensais pas la revoir. Mais quelques jours plus tard, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu qui disait juste « Quand est-ce que je peux passer prendre le reste de mes affaires ?» C'était elle, bien sûr. Je l'avais pas encore bloquée. Je pensais qu'elle laisserait tomber après la façon dont tout s'était fini, mais visiblement non. J'ai fixé le message une bonne minute, puis j'ai répondu. Viens pas. Je les envoie. Pas de réponse après ça, du moins pas tout de suite. Le lendemain soir, j'ai trié ce qu'il restait d'elle. Il y avait pas grand-chose. J'ai tout mis dans 2 boîtes moyennes. J'ai marqué son nom sur chacune et les ai bien fermées. Pas de mots. Pas de message à l'intérieur. Juste ses affaires et du papier bulle. Je voulais pas qu'elle revienne ici. Je voulais pas la voir sur le perron faire semblant de pleurer encore. Je voulais plus entendre un mot sortir de sa bouche.
C'était fini. Elle avait fait ses choix, et maintenant je faisais les miens. J'ai écrit l'adresse de ses parents sur les boîtes. Payé pour un envoi express. Je lui ai envoyé un message. Tes affaires arriveront chez tes parents d'ici vendredi. Viens pas à la maison. Elle a répondu en 10 minutes. Pourquoi t'es si froid? Après tout ce qu'on a vécu? J'ai pas répondu. C'était le dernier vrai message que je lui ai envoyé. Ce soir-là, j'ai changé les serrures. Nouveau verrou, nouvelle poignée, tout reclé. J'ai décroché la petite couronne qu'elle avait accrochée sur la porte l'hiver dernier et je l'ai jetée à la poubelle. Ça semblait définitif. Propre. Quelques semaines ont passé. Je me suis installé dans le silence. Plus de pas dans le couloir. Plus de café qui m'attendait sur le plan de travail. Plus de parfum dans l'air. Je rentrais du boulot, ouvrais une bière, et m'asseyais sur le perron en paix. Je cuisinais mes propres dîners, faisais le ménage à mon rythme. La maison semblait plus grande sans elle. Et meilleure. Mais elle disparaissait pas. Elle continuait à m'envoyer des textos. Pas tous les jours, mais assez souvent pour que je le remarque. Parfois, c'était de la culpabilité. Je suis tellement désolé, Antoine. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pas réfléchi. D'autres fois, c'était sentimental. T'as toujours été mon rock. J'ai pas réalisé ce que j'avais jusqu'à ce que je le perde. Puis ceux qui cherchaient la pitié. Je vais pas bien. Tu me manques. Je manque celle que j'étais avec toi. Elle a même essayé l'humour une fois. Tu te souviens de ce camping où on s'est perdu pendant des heures et qu'on a fini par manger des barres de céréales pour le dîner? J'y pense tout le temps. On a tellement ri. J'ai répondu à aucun. Un matin, en partant, j'ai trouvé un mot glissé dans la boîte aux lettres. Pas d'enveloppe. Juste un bout de papier, plié, humide de rosée. Il disait. Tu seras toujours celui qui m'a échappé. Je l'ai déchiré en deux, jeté dans la poubelle près du garage, et continué ma journée. Les gens me posaient parfois des questions sur les vieux amis, voisins qui connaissaient pas les détails. Je disais juste qu'on avait divorcé, et je laissais ça là. La plupart insistent pas, et ceux qui le font méritent pas d'explication. Je l'ai plus revue après le tribunal. Je sais pas où elle vit maintenant. Peut-être qu'elle est restée à Lyon. Peut-être qu'elle est partie sur la Côte d'Azur comme elle en parlait avant. Ça m'est égal. Je retape la maison, petit à petit. J'ai repeint les placards de la cuisine. Installé une nouvelle clôture à l'arrière. Pris un chien à un labrador noir nommé Max. Il me tient compagnie et il ment pas. Le soir, parfois, je m'assois sur le perron et j'écoute le vent dans les arbres, et je pense à quel point tout est calme maintenant. Pas vide. Juste paisible. Et pour la première fois depuis longtemps, ça me suffit. Partagez votre opinion dans les commentaires. Pourquoi pensez-vous que les gens renoncent à des années de fidélité pour quelques instants d'excitation? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».